Étonnant, hein, étonnant, fascinant ce ballet de train vu depuis le pont de l'Europe qui domine les voies de la gare Saint-Lazare à Paris. Vous l'avez compris, ce DVD est consacré à la banlieue. La banlieue, allez, c'est un peu tout de même le parent pauvre du chemin de fer. Certes, c'est beaucoup moins spectaculaire que la grande vitesse du TGV, mais c'est peut-être, à mon avis, peut-être le plus grand symbole du chemin de fer, à savoir le transport de masse. Dites-vous bien que la banlieue transporte 8 fois plus de voyageurs que les grandes lignes. La banlieue, c'est près de 650 millions de voyageurs chaque année. La banlieue parisienne, c'est à elle seule 2 millions de voyageurs chaque jour. 2 millions de voyageurs, autrement dit, c'est quasiment la population de la ville de Paris, intramuros, que l'on va faire mouvoir, entrer et sortir de Paris. Et les deux plus grandes gares parisiennes, c'est d'abord la gare du Nord, c'est 500 000 voyageurs chaque jour, et puis là, la deuxième, où nous trouvons la gare Saint-Lazare avec 400 000 voyageurs. Donc, ce DVD est consacré à la banlieue. Un film et 4 bonus. Le film, des trains par milliers, mais vous l'avez bien compris, regardez derrière moi, rentre et sort de la gare Saint-Lazare, nous sommes en période de pointe le matin, et bien quasiment un train toutes les 30 secondes. Donc, des trains par milliers. C'est l'histoire de la banlieue parisienne. 4 bonus. Premier bonus, le matériel. Roissy-Rail. Autrement dit, le nouveau matériel de la ligne RER B qui précisément desservait l'aéroport de Roissy. Deuxième bonus, toujours comment ça marche. Rapide comme l'éclair. Éclair, E-C-L-E-R. Autrement dit, un logiciel de gestion du trafic. Très spectaculaire, insolite même. Troisième bonus, des idées d'avancée, oui. À la SNCF, dans les années 60, pour améliorer le trafic sur la ligne Bretigny-Paris, eh bien, on a commencé à introduire la conduite programmée qui permettait de respecter l'horaire à plus ou moins 10 secondes. Et puis, ça sera peut-être un petit clin d'œil au début de l'informatique. Vous verrez qu'à bord de la machine, on chargeait le programme sous la forme d'un ruban perforé. Un certain nombre d'entre vous l'ont connu. Et enfin, un homme, un métier, agent de circulation. Et oui, c'est celui que l'on a appelé un peu le chef de gare, celui qui a la casquette blanche, le guidon à la main, qui donne le départ. Et vous allez voir, dans les petites gares, eh bien, c'est un peu l'homme à tout faire. Il va même jusqu'à balayer les wagons. Bon voyage. L'aventure commença il y a bien longtemps. Dès 1837, de paisibles bourgeois louis-philippards et amateurs néanmoins de sensations fortes n'hésitent pas à risquer leur vie en se lançant dans une périlleuse aventure, le premier voyage en chemin de fer. Ce monstre des temps modernes relie Paris au Pec à la vitesse foudroyante de 40 km à l'heure. Le mur du cheval au galop étant enfin dépassé, la plus belle conquête de l'homme, c'est désormais le chemin de fer. On n'arrête pas le progrès. Dès son origine, le chemin de fer s'empare patiemment de la banlieue parisienne et, du même coup, va contribuer à son extension. Loyer modéré et terrain pas trop cher, la capitale désormais à quelques minutes, ouvriers, employés, petits bourgeois s'installent bientôt dans les environs de Paris. Quand surgit un premier intermède, le chemin de fer est dévoyé à des fins militaires. Wagons-forges contenant le matériel nécessaire pour la destruction et la réparation des voies ferrées. Wagons-ambulances servant au transport des blessés.
artillerie prussienne à Saint-Denis. À la gare de Lyon, atelier de fabrication des affûts de canon. À la gare d'Orléans, atelier de fabrication des ballons-postes. À l'aurore de la Troisième République, la banlieue parisienne a déjà doublé sa population et le réseau s'étend régulièrement pour desservir plus de 400 000 habitants. Parallèlement, il faut bientôt accroître la capacité des lignes. Et sur le modèle des omnibus à chevaux, on met au point la voiture à étage. Quoi de plus confortable que ces voitures à impériale fermée, système vidard à châssis surbaissé et extrémité en colle de cygne, caisse inférieure deuxième classe, caisse supérieure troisième classe, construite par De Souche, David et compagnie en 1883, utilisées sur la banlieue Est. On les appelait alors des bidelles, du nom d'une ménagerie à la mode. En effet, jeunes lions et jolies panthères y côtoyaient cocottes et oies blanches, minets, minettes et petits lapins. Si, pour les banlieusards, Paris, ses emplois et ses grands magasins sont maintenant à 2 pas, si, pour les Parisiens, les fleurs des champs sont maintenant à portée de la main, pour tous, l'évasion entre dans le domaine du possible, ce mirage du présent dans le passé, comme l'indiquait finement alors Bergson. Le chemin de fer, c'est le permis de fugue, le permis d'escapade, le permis de Freuden, aux dépens déjà de la circulation routière, qualifiée à juste titre d'infernale. Peu à peu, le réseau prend sa forme définitive. La dernière ligne de banlieue est mise en service en 1908. Oui, ce réseau de la banlieue parisienne, c'est le nôtre depuis 65 ans. La Belle Époque marque un tournant décisif dans la technique ferroviaire. 1900, c'est l'année du métropolitain et la traction électrique fait son apparition. Entre-temps, la population de la région parisienne est passée à 1 500 000 habitants. Quand survient un deuxième intermède. Après cette épreuve, l'on sort des cartons les projets d'électrification mis en sommeil. Durant les années folles, Parisiens et banlieusards obéissent toujours à l'exquise tradition de l'évasion à la portée de tous. En même temps qu'apparaissent des édifices déconcertants, nouveaux temples consacrés au dieu chemin de fer, et les nouvelles rames électriques 750 volts à l'extrême pointe du progrès. Vous les reconnaissez? Mais oui, elles existent encore aujourd'hui sur le réseau Ouest. En 1933, autre innovation technique d'avant-garde, à Paris-Saint-Lazare, mise en service d'une commande centralisée, réglant la circulation des trains sur la voie banalisée Houille-Sartrouville. À la même époque, sur les voies non encore électrifiées, d'audacieuses voitures en acier sont lancées sur les rails. 1935, une grande année pour les gares, qui sacrifie au goût de l'époque pour un style architectural résolument moderne. La banlieue parisienne dépasse le cap des 2 millions d'habitants. Les voitures à impériale d'antan répondaient à un besoin plus que jamais d'actualité, accroître la capacité des lignes. Sur la banlieue ouest apparaissent des voitures à étage ultramodernes. Et bientôt,
C'est le centenaire du premier train de Saint-Germain que l'on fête à la gare Saint-Lazare. 1837, 20 000 voyageurs par jour. 1937, 300 000. La même année, Georges Méliès, pionnier du cinéma, quitte ce monde après avoir quitté la gare Montparnasse. On inaugure une rame en acier inox rapide et confortable. Elle a 15 ans d'avance, mais le climat est peu favorable à sa prolifération, car c'est bientôt le 3e intermède. La reconstruction du réseau terminée, l'électrification va prendre un nouvel essor. Les voitures en acier inox s'installent de nouveau sur les rails, pour de bon cette fois, en 1954. En même temps que le petit train de Montmorency part pour son dernier voyage, ces voitures avaient 70 ans. La fin d'une époque. Une nouvelle ère commence. Depuis la guerre, la banlieue parisienne a pris un visage nouveau. Les champs et les vergers cèdent la place à des villes dortoirs. Partout des chantiers. La banlieue étend son périmètre et accroît sa densité. 3 millions de banlieusards à peine en 1954, près de 7 millions aujourd'hui. Et l'escalade continue. Elle pose à la SNCF des problèmes très aigus, car ses habitants travaillent le plus souvent à Paris ou en banlieue proche et utilisent les trains aux mêmes heures. L'électrification en courant industriel à 25 000 volts des lignes de la banlieue nord, de l'Est et de Saint-Lazare a permis une sensible amélioration du trafic. Trains plus nombreux et plus rapides. En 1973, 98% du trafic de banlieue est assuré par des rames électriques. Un effort particulier a également porté sur les conditions d'accueil des voyageurs. En liaison avec l'urbanisation croissante, 20 gares nouvelles ont été créées depuis 1955. De nombreuses gares, désuètes ou inadaptées, ont été remplacées par des bâtiments modernes plus fonctionnels. Des parcs de stationnement sont aménagés avec le concours des municipalités. Quant aux gares anciennes en bon état, elles sont aujourd'hui rajeunies, modernisées. Et parfois, un peu du charme suranné de la belle époque survit encore dans une architecture remise en valeur. Autre innovation, la desserte de l'aéroport d'Orly se fait désormais par rail au départ de Paris-Orsay et Austerlitz. À la gare de Pont-de-Rungis, les trains sont en correspondance immédiate avec des autocars transportant les voyageurs à l'entrée même de l'aéroport. C'est à la minute près qu'on peut maintenant prévoir son arrivée à Orly. Les installations techniques des grandes gares se sont elles aussi modernisées afin d'assurer l'écoulement d'un trafic considérablement accru.
l'affichage des trains est désormais télécommandé. Les équipements destinés aux voyageurs n'ont pas été oubliés. Les distributeurs automatiques se multiplient. À Paris, de nouveaux accès sont créés, de nombreux escaliers mécaniques sont mis en place. Une solution radicale au problème des encombrements de passagers. À Paris-Austerlitz, depuis 1969, la gare de banlieue est souterraine. Distincte de la gare des grandes lignes restée en surface, elle est reliée au réseau du métropolitain par des escaliers mécaniques. Revêtement de sol insonore, décoration nouvelle et galeries marchandes, on a également cherché à augmenter le confort des voyageurs. L'ancienne gare Montparnasse, datant de 1852, n'est plus qu'un souvenir. Dans un quartier en pleine rénovation, elle a été remplacée par une construction ultramoderne. En décembre 1969, la traction vapeur quitte la ligne de la Bastille. Un an plus tard, c'est la reddition du dernier carré des 141 TC. Après 40 ans de bons et loyaux services, les dernières locomotives à vapeur s'éteignent. De nouvelles rames électriques prennent la relève. Aujourd'hui, un réseau de 950 km dessert 325 gares et transporte 400 millions de voyageurs par an. 4000 trains parcourent ainsi 85 000 km chaque jour, plus de 2 fois le tour de la Terre. Les avantages du chemin de fer ne sont plus à démontrer. Ils sont plus évidents encore dans les zones suburbaines. Il occupe le minimum d'espace par voyageur transporté. C'est, de loin, le mode de transport le moins polluant. Échappant aux encombrements et peu sensible aux conditions atmosphériques, il autorise la plus grande régularité.
Enfin, il permet aux voyageurs d'occuper leur temps comme il leur convient. Les fins connaisseurs y savourent les délices des chefs-d'œuvre de la littérature humoristique de langue française. Dis donc, devine combien il passe par an de voyageurs de banlieue à la gare Saint-Lazare. 115 millions. Pardon? Chaque année, 115 millions de banlieusards arrivent à la gare Saint-Lazare ou en repartent pour rentrer chez eux. Oui, c'est ça. Ah, dis donc, vous êtes calé, vous? Oh, dis donc, tu sais combien ça fait de voyageurs par jour? Un peu plus de 150 000 départs et 150 000 arrivées. Bravo, mademoiselle. Bon calcul mental rapide. Et par heure, alors? Attention, comptez que les trains ne circulent que 20 heures par jour. 7 500 voyageurs dans chaque sens. C'est-à-dire 9 trains par heure. Un train toutes les 7 minutes. Voilà. Mais vous ne tenez pas compte des mois creux d'été dans ce trafic de banlieue. Si vous prenez un mois d'hiver, soit 5 millions de voyageurs dans chaque sens, Ça fait 8 300 voyageurs par heure. c'est-à-dire 10 trains par heure. Un train toutes les 6 minutes. Bravo. Mais les jours du milieu de la semaine sont plus chargés que les week-ends. 200 000 voyageurs un mercredi, par exemple. 10 000 voyageurs à l'heure. Soit 12 trains. Un train toutes les 5 minutes. Mais vous allez voir qu'on est loin du compte à 6 heures du soir à Saint-Lazare. Saint-Lazare, 18 h. Nos voyageurs débarquent à contre-courant. C'est le moment où les banlieusards rentrent chez eux. À l'heure de pointe, ce n'est pas 10 000, mais en réalité 65 000 voyageurs qui quittent la gare Saint-Lazare, soit plus de 1000 voyageurs par minute. Il y faut 82 trains, un train toutes les 44 secondes. Pour acheminer le même nombre de personnes en voiture dans le même temps, une autoroute à 40 voies serait nécessaire. Et les autres grandes gares parisiennes à la même heure font également le plein. 230 000 voyageurs au total entre 17h45 et 18h45. Un train toutes les 14 secondes. Une telle concentration de matériel sur une durée aussi brève peut difficilement être augmentée. Songeons que pendant la plus grande partie de la journée, ces voitures roulent peu. Certaines rames ne font même qu'un aller-retour utile 2 jours sur 3. Arrivées à Paris le matin, par exemple, elles n'ont personne à ramener avant le soir. C'est donc plutôt sur le nombre de voyageurs à l'heure de pointe qu'il faudrait agir. Il suffirait d'un léger étalement des horaires de travail pour assurer plus de confort aux habitués des trains de banlieue. En attendant, les efforts de la SNCF se poursuivent. En 2 ans, 450 nouveaux trains journaliers ont été mis en service. Aujourd'hui, aux heures creuses, un train est assuré tous les quarts d'heure dans un rayon de 15 km et un train toutes les demi-heures dans un rayon de 30 km. La construction de voies supplémentaires va bientôt permettre d'augmenter le trafic sur des lignes saturées ou d'assurer la desserte de futures villes nouvelles. Là où il n'est pas possible de créer des voies supplémentaires, les ressources de l'électronique seront mises à contribution.
La conduite automatique en cours de réalisation entre Paris et Brétigny-sur-Orge, par exemple, permettra d'augmenter de 30% la capacité de la ligne en assurant le respect des horaires à 10 secondes près. En liaison avec les urbanisations, de nouvelles gares vont apparaître. Fontenay-Zuc, les Boulereaux, les Richardais, Chanteloup, les Clairières de Verneuil, Savigny-Bois d'Arcueil. Pour la première fois depuis 65 ans, des lignes de banlieue vont être créées. Elles desserviront la ville nouvelle d'Évry et l'aéroport de Roissy. Des travaux seront également entrepris pour relier la gare d'Orsay à la gare des Invalides. Et il est prévu de prolonger la ligne ici pleine Puteaux jusqu'à la Défense. Enfin, des travaux très importants ont été décidés pour désencombrer la gare de Lyon. Comme à Paris-Austerlitz, une gare de banlieue sera construite en souterrain. À l'étage inférieur, le RER assurera la liaison avec Boissy-Saint-Léger d'une part, le Châtelet et Saint-Germain-en-Laye d'autre part. De son côté, le matériel se renouvelle et se multiplie. Sa capacité ne cesse d'augmenter. 560 000 places en 1975. Une nouvelle voiture à étage, plus spacieuse et confortable, offrira 160 places assises au lieu de 110. De 1974 à 1979, 500 de ces voitures seront mises en service. Entre Paris-Saint-Lazare, Versailles-Rive-Droite et Saint-Nom-la-Bretèche, un matériel moderne fera progressivement son apparition à partir de 1975. Là s'arrêtent pour l'instant les prévisions raisonnables de la SNCF. Restent les hypothèses. Bonjour, monsieur. Soyez le bienvenu. Monsieur désire-t-il quelque chose? Non. Si, une bière. À votre service, monsieur. Quelques journaux, monsieur. Oui. Voici votre bière, monsieur. Merci. Tous nos services sont gratuits, Ah. monsieur. Les journaux. Merci. Tous nos Combien? services sont gratuits. Ah bon? Où monsieur descend-il? Chez moi, comme d'habitude? Bien, monsieur. Monsieur n'a besoin de rien. Si, des cigarettes. Bien, monsieur. Voici, monsieur. Merci bien. Tous Combien? nos services sont gratuits, Ah. monsieur.
Monsieur est arrivé. Merci. Merci, mademoiselle. Merci. Au plaisir. Au revoir, monsieur. Bien sûr, chacun peut imaginer le train de ses rêves. Au revoir, monsieur. Mais revenons à la réalité. Il s'agit d'assurer à 9 millions d'habitants les conditions de transport qu'ils sont en droit d'attendre. Pour la SNCF, nous l'avons vu, le problème n'est pas simple. Pourtant, dans les 10 dernières années, ces efforts de modernisation et d'équipement ont permis de répondre à un accroissement considérable du trafic. Déjà, la gare de banlieue, triste et malcommode, est en voie de disparition. Elle devient un endroit où il n'est plus désagréable d'attendre. Et, à vrai dire, on y attend de moins en moins. Les trains sont aujourd'hui plus fréquents. Grâce à des rames plus rapides, les temps de transport diminuent. Certes, devant la poussée démographique continue de la région parisienne, il reste beaucoup à faire. C'est là une tâche prioritaire de la SNCF pour les années à venir. Le déplacement dans les grandes métropoles constitue une des servitudes de notre civilisation. En mettant en service la liaison Roissy-Rail, la SNCF et Aéroports de Paris apportent ensemble une réponse à la demande des usagers qu'ils ont, en tant que service public, comme mission de satisfaire. On dit souvent que l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle est l'aéroport de l'an 2000. Roissy-Rail est aujourd'hui au service du transport aérien de demain. Avec un trajet tout compris de 30 minutes, Roissy-Rail met au service du transport aérien la ponctualité et la régularité du train. Monsieur Jacques Pellissier, président du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français. Avant de montrer l'intérêt de cette nouvelle liaison, permettez-moi, après Monsieur le Président de l'aéroport de Paris, de vous remercier d'avoir accepté de faire avec nous cette dernière étape de votre circuit, puisqu'elle va nous donner l'occasion de vous présenter une nouvelle section de ligne, elle-même conçue sous le signe de la complémentarité. C'est celle de la desserte d'une zone de banlieue en pleine expansion, avec celle d'un aéroport qui est lui-même une œuvre d'intérêt national. La première est sujette, comme toutes les dessertes de banlieue, aux impératifs du transport de masse et aux exigences des heures de fort trafic, alors que la seconde implique une vitesse commerciale élevée et un horaire strictement cadencé. Non seulement une simple correspondance avec le RER Est-Ouest à la gare du Châtelet permettra d'accéder à l'aéroport Charles de Gaulle de tous les points de la région parisienne, mais il sera possible, avec le futur raccordement de la ligne de Sceaux et de la ligne de Massy-Palaiseau à Choisy, d'envoyer des trains de Roissy jusqu'à Pont-de-Rungis et même jusqu'à l'aéroport sud d'Orly avec un embranchement supplémentaire reliant Pont-de-Rungis à l'aérogare d'Orly. Monsieur Marcel Cavaillé, secrétaire d'État au transport. Cette liaison ferroviaire entre la gare du Nord et l'aéroport Charles de Gaulle, les installations du plus grand aéroport d'Europe sont le fait d'hommes et de femmes, d'entreprises différentes qui ont travaillé ensemble en étroite coopération avec le souci essentiel de servir leurs concitoyens.
20 mai 1976, inauguration de Roissy-Rail après seulement 2 ans de travaux. La nouvelle antenne quitte la ligne Paris-Mitry en gare d'Aulnay. Afin de ne pas créer de gêne de circulation pour les habitants et d'éviter les nuisances sonores, elle traverse en tranchée couverte la zone urbanisée de Sevran. Une partie de cette tranchée a été exécutée en utilisant la technique nouvelle des parois préfabriquées qui diminue les gênes occasionnés aux riverains. L'excavation de 12 mètres de profondeur est remplie de boue bentonitique pour empêcher les éboulements. La verticalité et l'alignement avec les parois précédentes sont particulièrement suivis au cours de la descente. Les parois sont préfabriquées sur une aire aménagée hors du chantier. La dalle de couverture est mise en place à l'aide d'un coffrage glissant sur le fond de fouille d'un premier terrassement. Ainsi solidarisées, les parois sont désormais en mesure d'encaisser la poussée des terres et les déblais peuvent être évacués. On utilise les ouvertures provisoires réservées de place en place. En zone rurale, bulldozers et scrappeurs autochargeurs sont mis en œuvre pour exécuter les terrassements de la plateforme. Simultanément, les bâtiments des gares de Sevran-Beaudotte, Villepinte et Roissy se construisent. L'architecture de la gare terminale est en accord avec celle de tous les autres édifices de l'aéroport Charles de Gaulle. La voie dans les tranchées couvertes est posée directement sur le radier par l'intermédiaire de chaussons de caoutchouc destinés à amortir les vibrations et donc les bruits. Pour la desserte de la ligne, la SNCF a fait construire un matériel de conception nouvelle, les éléments automoteurs Z6400.
Constituée de 2 automotrices encadrant 2 remorques, chaque rame offre aux voyageurs une ambiance agréable et un niveau de confort élevé. Sièges de type individuel dans les 2 classes, suspension pneumatique des véhicules, insonorisation, ventilation et chauffage à air pulsé. D'une technique très avancée, ces rames allient au confort, la sécurité et la souplesse d'exploitation grâce à l'affichage de la vitesse imposée. L'électronique se charge de l'accélération jusqu'à la vitesse affichée, puis de son maintien. Sécurité aussi, la liaison radio-téléphone avec le poste de commandement. Allô, PC Paris Nord. Ici mécanicien de 88 514. Leur puissance, double de celle des automotrices les plus récentes, autorise des accélérations élevées, malgré le profil difficile de la ligne aux rampes de 28 pour 1000. Un air de jeunesse souffle également à Paris-Nord, sur le hall aménagé pour Roissy-Rail. Dès l'ouverture de la ligne, le 30 mai 1976, plus de 120 allers-retours journaliers, dont 70 directs, relient Paris et l'aéroport Charles de Gaulle. Et en 1980, un trafic annuel de 7 millions de voyageurs est attendu. Le 9 mars à 9h33, une alarme est apparue sur mon écran, me signalant qu'un train avait pris 3 minutes de retard à Goussainville.
J'ai commencé par appeler le mécano via le régulateur pour m'informer de l'incident et évaluer la durée de l'immobilisation. Écoute, là je suis à Goussainville, je viens d'avoir un signal d'alarme. J'ai personne pour me répondre au signal d'alarme. Je vais aller voir ce qui se passe. Je pense que ça me prendra pas plus d'une dizaine de minutes. Avec 10 minutes de retard, j'avais la possibilité de faire repartir le train. Mais sur la ligne D du RER, il y en a un tous les quarts d'heure. Si je faisais ça, j'étais sûr de répercuter et d'amplifier le décalage sur tous ceux qui arrivaient derrière. Éclair m'a alors proposé comme scénario de faire prendre le train suivant aux voyageurs. Ça ne faisait que 5 minutes d'attente en plus, vu le retard. Je propose d'évacuer les voyageurs et de les faire prendre le train suivant à Goussainville, qui circule juste derrière toi à 5 minutes. Ok, bien reçu, je vais faire mon nécessaire. Merci, bonne route. Et ça évitait surtout qu'il ne se répercute en chaîne sur toutes les rames suivantes. S'il vous plaît, en raison du retard sur ce train est supprimé. Je répète, ce train ne prend plus de voyageurs. Un train suit dans 5 petites minutes pour assurer la correspondance. Et excusez pour la gêne occasionnelle. Bien sûr, il a fallu faire descendre les clients sur le quai, c'est vrai. Mais il valait mieux limiter le retard à une seule rame plutôt que de le laisser se propager sur toute la ligne. Je vous rappelle quand même que la ligne D du RER, c'est une centaine de trains qui roulent simultanément dans 58 gares, avec 20 000 personnes aux heures de pointe. Vous imaginez les effets en cascade au moindre incident. Mais pour limiter au maximum la gêne des voyageurs qui attendaient le train supprimé dans les gares suivantes, j'ai décidé d'engager une nouvelle rame, en réserve, près de la gare de Saint-Denis. Éclair a rapidement repéré dans le tableau de roulement du personnel un agent de conduite disponible. Finalement, seuls les voyageurs entre Goussainville et Saint-Denis auront été touchés par cet incident. Dans toutes les autres gares, grâce à cette nouvelle rame, personne n'aura rien remarqué. Pour finir, j'ai reconstitué ma réserve. Éclair m'a indiqué le lieu le plus proche où je pouvais retourner le train supprimé et le temps que ça prendrait. À 10h10, il entrait en réserve à Saint-Denis, prêt à intervenir au moindre aléa. C'est ça, Éclair. Toute ma ligne est là, devant moi. Je connais à tout moment le positionnement des rames, les gares desservies, les retards, la disponibilité des trains et des agents de conduite. Je suis le Big Brother de la ligne D. En anticipant les conséquences des incidents, c'est toute la fluidité du trafic qui est améliorée. Les solutions proposées visent toujours à minimiser la gêne aux clients. Le 30 avril, un train est immobilisé sur la voie entre les gares de la Ferté-Alais et Balancourt. Quand j'ai su que ça allait durer, Éclair a immédiatement présenté, pour éviter les bouchons, des itinéraires de remplacement. Les horaires de départ, la durée des arrêts à quai et la desserte des trains suivants ont été modifiés. Des directs devenant omnibus. J'ai commencé par simuler l'impact de ces modifications sur le flux des voyageurs, à partir des statistiques. Quand j'ai pris ensuite la décision, j'en connaissais déjà toutes les répercussions. Dès que le mécano nous a fait savoir que le train ne pourrait pas repartir, on a localisé d'autres moyens de transport et affrété des bus et des taxis. Votre attention, s'il vous plaît. Une panne d'engin moteur. Les voyageurs ont été en permanence tenus informés de la situation, le logiciel étant relié avec tous les systèmes d'information voyageurs. Votre attention, s'il vous plaît. En raison de problèmes matériels, aucun train ne circulera entre Corbeil et Malesherbes. Les voyageurs à destination de Corbeil sont invités à emprunter le service de bus et de taxi situé devant la gare. Tous les voyageurs ont été acheminés jusqu'à destination. Nous avons deux objectifs. Le premier, c'est d'introduire les nouvelles technologies dans le travail quotidien des opérateurs. Et le deuxième, c'est surtout d'améliorer l'information et les conditions de traitement
de nos clients en situation perturbée. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où les nouvelles technologies, au travers des téléphones portables par exemple, font une percée considérable. Les Franciliens d'ailleurs que nous avons dans nos trains sont de très très gros utilisateurs du téléphone portable. Ils ont un taux d'équipement qui est de plus de 90%. Et ils attendent, compte tenu de cette évolution de la technologie, des informations que nous ne savons pas leur donner aujourd'hui, mais que nous saurons leur donner en utilisant justement ces technologies informatiques et notamment ces technologies d'aide à la décision. La charge des trains, particulièrement de ceux se dirigeant le matin vers Paris, est importante. La gare terminus, Orsay, dessert un important quartier administratif. Le nombre de voyageurs transportés par heure de pointe a progressé. Il augmentera encore dans les années à venir. Le problème le plus urgent est d'accroître le débit des deux voies du sens Brétigny-Paris. Au nombreux trains de banlieue s'ajoutent à la rentrée vers Paris les trains en provenance du sud-ouest de la France. Il faut faire passer sur les deux voies le maximum de trains. Banlieue omnibus, grande ligne, banlieue directe, messagerie. Pour cela, on a amélioré le découpage en cantons de la ligne. On a prévu de supprimer certains postes d'aiguillage anciens, qui seront remplacés par des postes modernes du type PRS. Une réalisation optimale demande à la fois une programmation de la marche des trains permettant de réduire leur intervalle et la mise à la disposition du régulateur de moyens modernes pour l'aider à prendre des décisions en cas de perturbation. Pour les trains de banlieue, il faut pouvoir modifier leur marche pour attraper les retards ou perdre les avances qu'ils sont susceptibles de prendre au cours des arrêts afin de les maintenir ou de les ramener le plus vite possible dans une fourchette de plus ou moins 10 secondes par rapport à leur horaire. Un programmateur muni de mémoire à bande perforée est chargé de cette fonction. À la gare d'origine du train, le conducteur met en service le programmateur. Les bandes perforées programme reviennent à leur point de départ. Le conducteur sélectionne le programme à utiliser à l'aide d'un numéro de code à 2 chiffres formé sur un cadran téléphonique. Les bandes perforées se placent sur l'origine du parcours correspondant. Le conducteur affiche ensuite l'heure théorique d'arrivée au terminus ainsi que le nombre d'éléments dont est composé son train. Au signal de départ, il actionne le bouton traction. L'appareillage donne l'ordre de desserrage du frein de maintien. Puis l'ordre de traction. Le train démarre sous le contrôle d'un relais d'accélération et atteint la vitesse limite indiquée par le programme.
La bande programme espace, qui suit les déplacements du train, donne les instructions de vitesse nécessaires. Elles sont appliquées par le coffret de vitesse imposé, qui commande les actions de traction ou de freinage pour maintenir la vitesse prescrite. À l'approche de la gare suivante, le train franchit une balise d'arrêt au but. Si le programme prescrit un arrêt à cette gare, le signal émis par la balise est capté. Une lampe s'allume en cabine pour confirmer cet ordre d'arrêt. Dans le programmateur, l'ordre arrive au coffret d'arrêt au but. Ce coffret élabore une courbe de freinage et commande par impulsion les freins du train pour que la vitesse décroisse conformément à cette courbe. L'arrêt est ainsi obtenu de façon identique pour tous les trains. La précision de cet arrêt facilite la montée des voyageurs dans les voitures. Lorsque l'automotrice accélère jusqu'à la vitesse limite, maintient cette vitesse, puis freine pour s'arrêter au point prévu, le temps entre gares est un temps minimal. Pour ajuster l'horaire, un ordre émis par le dérouleur temps interrompt la traction, mettant le train en marche sur l'air, d'autant plus tôt que l'on dispose de plus de temps. Le freinage s'effectue à partir d'une vitesse plus faible, la consommation d'énergie est minimale. L'heure est indiquée par une horloge électronique. Quand le conducteur actionne le bouton traction, cette heure est transférée sur un registre de calcul et comparée à celle d'arrivée au terminus. La bande temps se déplace d'une quantité fonction du temps restant, puis revient à son point de départ selon l'espace parcouru. Le premier déplacement est d'autant plus long que le retard du train est grand. Il faut alors parcourir plus d'espace pour que la bande, revenue à son point de départ, mette le train en marche sur l'air. Ce départ a eu lieu à 51 minutes 1 seconde avec 1 seconde de retard. Le passage en marche sur l'air se produit au droit de ce pont. Le même train, parti à 51 minutes 33 secondes, soit 32 secondes plus tard, est encore en traction au même point. Un train en retard corrige progressivement son écart pour arriver à l'heure à Paris-Austerlitz. Heure d'arrivée théorique à Paris-Austerlitz, 8h38 minutes 0 secondes. Ah, bonjour, donc, je suis agent mouvement et aujourd'hui je viens remplacer un agent en congé en gare de Saint-Marien. Voilà, donc il est 5h30, je vais ouvrir la gare. Voilà, alors bienvenue en gare de Saint-Marien. J'aime bien arriver un petit peu avant, parce que c'est bon, si on arrive pile poil, on peut avoir des petits problèmes, il vaut mieux les régler avant que tout le monde arrive. Bon, mais voilà, là le guichet est ouvert. Donc là, il y a 2 autorails le prochain partira à 6h37, le premier part à 6h04 pour Bordeaux. Là, hein. Bon, voilà, premier train qui est parti. La chance à Saint-Marien, ce poste de chef de service, c'est un poste à plusieurs casquettes. C'est-à-dire qu'on est chef de service, on vend, ensuite on part en tant que chef de manœuvre, on part aussi en tant qu'agent d'accompagnement, on amène des trains de desserte qu'on livre chez les clients. Donc c'est varié. On voit presque tous les jours de nouveaux visages, c'est-à-dire les clients, et c'est très intéressant. Alors le sifflet, la radio, allez,
Donc il faut amener le courrier aussi, hein. C'est le train courrier. Tu vas bien? Oh là, je crois que c'est en vedette. Voilà. Saint-André est là et après Bordeaux. Tiens, attends. Allez, bonne journée. Pour un départ à 27, c'est 26 et 30 secondes qu'on donne le départ. Le temps que qu'on regarde le signal est ouvert, que les gens sont bien montés, sont bien descendus, le sifflet, départ, il est vite 27. Hein. C'est pour ça qu'il faut... Enfin là, c'est à l'heure, c'est bon. Pour aller-retour Bordeaux, avec la carte 12-25. Voilà. Bonne journée. Voilà, donc Jean est agent mouvement aussi. Hein. Lui, il fait office de responsable matériel en gare. Et là, maintenant, il prend mon poste, c'est-à-dire il prend le poste de chef de service, agent du fret et vendeur. Pendant que moi, je vais faire le chef de manœuvre. Voilà, alors je vais me changer. Donc là, nous devons aller au poste d'aiguillage sur une piste. Nous devons suivre cette piste obligatoirement. On n'a pas le droit de passer entre les voies ou d'être entre les voies. C'est interdit, ça, c'est le PS9. Le PS9 qui est un règlement qu'on doit savoir par cœur. C'est ce qui régit toute la sécurité du personnel sur un chantier. Alors c'est vrai, quand on est à la manœuvre, on marche. Hein. C'est le côté sportif du métier aussi. Hein. Allez mécanicien, si tu me reçois, tu pourras tirer, c'est ouvert en direction de Saint-André, voie principale, tu tires. Quand il y a un coup de bourre, il faut savoir donner un coup de main aux collègues. Hein. Là, il n'y a pas de chef de manœuvre qui tient, ni de chef de service. Hein. Il n'y a pas de grade. Hein. On évite de faire attendre le client. Hein. Hop. C'est important, hein, le client. Pour une petite gare comme nous, on a besoin de vivre. Donc le client, s'il est satisfait, ben, nous, on est encore plus satisfait. Parce que notre contrat, il est rempli. Voilà. Il faut avoir cet esprit-là. Allez. Alors là, on part en ligne, c'est-à-dire on part sur une voie à trafic restreint. Et on va servir un client à 15 km. Et là, je suis agent d'accompagnement, chef de ligne, chef de train, pardon, chef de train. Alors là, je vais fermer le passage à niveau en appuyant sur ce bouton, la commande. Voilà, ça réagit et normalement, il va se fermer. En circulation. Voilà le nombre de camions sur la route. Allez, c'est bon. Allez, vas-y, tu tires là. Ah, tu bouges plus mes canaux, je rentre dans les attelages là. Hein. Oui, tu peux y aller. Voilà, alors là, je vérifie le serrage. C'est bon. Alors, on fait un essai de frein. Hein. On ne rentre pas dans le détail. Hein. C'est un essai de frein. Hein. Comme les wagons stationnent plus de 24 heures, on est obligé de vérifier le cirage, le desserrage des sabots, de tomber la clé. Enfin bon, c'est tout un règlement, hein, ça aussi. Hein. Donc, vous voyez, aujourd'hui, j'arrive à Saint-André-de-Cubzac. Je suis de soirée. Hier, j'étais à Saint-Marien de matinée, aujourd'hui, donc, soirée. Eh bien là, je fais office donc d'agent circulation, c'est-à-dire que je gère tout ce qui est circulation, signaux, aiguilles de la gare de Saint-André. Allez, 29 à l'heure, c'est bien ça. Vous êtes arrêté devant un passage à niveau, oui. Oui, le train est passé, oui, depuis 10 minutes, oui. Oui.
et les barrières ne se sont pas relevées. Bon, alors attention, alors attendez, ne quittez pas, ne quittez pas. Alors donc le PN m'a dit 499. PN 499, c'est situé, donc c'est bien entre Saint-André et Saint-Marien. Alors vous avez vu, une personne, une tiers m'a appelé depuis 10 minutes. Elle est arrêtée devant un passage à niveau, le train est passé il y a 10 minutes, les barrières ne se sont pas relevées. Ça fonctionne, mais ça immobilise la circulation routière. Donc moi, ma première chose que j'ai faite, première urgence, c'est d'arrêter et retenir toute circulation qui pourrait être engagée vers cet obstacle. Donc voilà, en fermant ce signal. Maintenant, je vais lancer des avis vers la gare encadrante, c'est-à-dire l'autre gare, Saint-Marien, pour qu'ils prennent les mêmes dispositions que moi. Hein. Et je vais lancer les avis, régulateurs, l'équipement. Et à chaque train que je vais pouvoir engager, je délivrerai un ordre de marche prudente aux abords de ce PN. Voilà. On va y passer à l'heure 47. On mémorise, on le met dans un petit coin de la tête, un petit coin de ce qui reste de la journée. Puis là, j'attends l'autre. Bonjour. Salut. Ça va bien? Alors pour la formation, c'est d'abord on embauche 4 permanents. Hein. On part en école pendant 4 mois, 15 jours de théorie à l'école, 8 jours de pratique dans une gare. Donc de la théorie, là voilà. Ça fait peur quand on voit ça, mais bon, on y arrivait. Hein, alors on nous fait toujours peur, le premier jour on nous montre tout ça, et on vous dit dans 4 mois il faut apprendre tout ça. Bon, eh bien, c'est faisable. Hein. Quand vous arrivez à un poste d'aiguillage, la première fois que je suis arrivé, bon, que le collègue m'a dit, bon, est-ce que c'est bon, ça va, oui, tout va bien. Mais vous avez quand même cette appréhension de dire, bon, mais maintenant tout repose sur vous, et tout le monde, on est tous passés par là. Hein. Ça travaille un peu, hein, on ne dort pas la nuit, on a peur de se louper, et puis ça dure, quoi, 4 ou 5 jours, puis après, bon, puis maintenant, c'est bon. D'accord, ouais. Aussi. Je me mets au poteau parce que j'ai le soleil.